Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Aujourd'hui, on est ravis de reprendre la série que nous avions commencée en parallèle de celle sur la masculinité, où on va, Matt, parler ensemble donc, du livre de Carl Trueman, The Rise and the Triumph of the Modern Self, toujours avec notre accent impeccable. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de ChatGPT. Et j'ai vu un mec qui avait paramétré ChatGPT pour qu'il lui parle avec l'accent marseillais. Mais C'était non. génial. Si, tu peux lui faire parler avec l'accent marseillais. Purée. Je vais lui mettre un petit accent du sud-ouest là, ça va Ouais, être pas c'est mal. ça. C'est ça. Bon, bref. Tout ça pour dire que donc nous parlons ensemble de ce livre. Alors, pour vous permettre de raccrocher les wagons, sachez que vous trouverez facilement tous les épisodes de cette série. Cette série, donc où on survole un livre en fait qui est un support de nos discussions, qui est donc ce livre de Carl Trueman. Je le montre, je ne montrerai pas l'autre en fait. À chaque fois, on aurait dû montrer quand même les bouquins. Donc sur le. Monte-le comme ça. Fais comme ça. Chut. Voilà, comme ça aussi, c'est bien. Voilà. Magnifique. Super. Pour ceux qui sont que en audio, tant pis pour vous. Donc, ce livre de Carl Trueman, en fait, il fait un peu une histoire, un survol de l'histoire de la pensée pour voir comment le moi a évolué et comment, en fait, cette compréhension du moi qui a évolué a été le terreau, comment les différents penseurs ont été un petit peu comme des affluents qui ont permis de nourrir une nouvelle compréhension du moi qui a permis l'émergence, entre autres, de ce qu'on appelle le moi moderne et la question en particulier aussi la théorie du genre, où sans des penseurs qui ont précédé, qui ne pensaient pas eux-mêmes à la théorie du genre, pour qui ça aurait été peut-être même été quelque chose de complètement fou comme théorie, et bien en fait l'histoire, les penseurs s'appuyant les uns sur les autres progressivement dans le temps, ça a permis l'éclosion justement de la plausibilité d'un discours aujourd'hui, notamment sur la théorie du genre. Donc, on a survolé un petit peu toute une partie déjà du livre. On avait fait une pause pour nous concentrer un peu plus sur la question de Toxic War on Masculinity, sur la question de la masculinité. Finalement, les deux livres se répondent pas mal. Ouais. Ils se complètent pas mal. Mais en vrai, on a aussi enchaîné sur la masculinité parce que les chapitres de Trueman sont plus gros, plus difficiles. Et comme on était un peu, on n'avait pas trop le temps, et ben en fait, on pouvait facilement avancer dans l'autre livre. Mais il faut qu'on finisse aussi celui-ci parce qu'il est vraiment utile. Et notre objectif, c'est que c'est pas des livres, on sait, qui sont forcément accessibles à tout le monde. Il faut avoir le temps de se coltiner les 400 pages. C'est assez conceptuel. Et nous, on a vraiment à cœur de pouvoir vulgariser des choses et rendre accessible au plus grand nombre la pensée précieuse d'auteurs comme celle comme Truman. C'est ça. Exact. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du rôle de Sigmund Freud dans la conception sa participation en fait à l'évolution de la compréhension de l'identité, avec ce que lui il a apporté vraiment de particulier. On avait évoqué déjà dans un précédent chapitre le rôle de Marx, de Darwin et de qui d'autre encore, Rousseau. de Rousseau, enfin voilà, et en particulier les penseurs du 19e siècle et de Nietzsche. Voilà, Marx, Darwin et Nietzsche. Voilà, qui sont des penseurs qui font partie des maîtres du soupçon du 19e siècle, qui ont vraiment apporté une évolution majeure dans la compréhension de l'identité humaine. Et Freud n'est pas en reste, parce qu'il a apporté quelque chose vraiment aussi d'important, presque c'est assez pivot ce qu'a apporté Freud aussi,
Et du coup, Matt, la première question qu'on va se poser, en fait, c'est quoi le centre de la réflexion de Karl Truman sur Freud dans ce chapitre qui lui est consacré dans le livre? Ouais, donc on parle de Sigmund Freud, un neurologue autrichien connu pour être le fondateur de la psychanalyse. Donc Freud naît au milieu du 19e en 1856 et meurt à peu près au milieu du 20e, il meurt en 1939. Donc on s'approche on s'approche de notre temps, Oui. et il fait un petit peu la passerelle. Truman, il parle de Freud comme étant la figure clé du livre. Il montre comment justement c'est lui qui va être la bascule dans la compréhension du moi, et qui va faire le lien justement entre une identité plastique individuelle, les jalons ont déjà été posés, on en a déjà parlé, mais Freud, il va amener la question de la sexualité, il va placer la sexualité au cœur de l'identité personnelle et même de la civilisation quelque part. Donc il a une vision du moi, une vision de la société qui est articulée autour de la sexualité. Et du coup, le chapitre, et c'est la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, on va se demander comment ces idées, bien que si tu parles à notre ami Sam, il te dira que en psycho, Freud, voilà, ça fait longtemps en fait que Oui. les thèses psychanalytiques et Freud en particulier ont été reléguées, tu vois, dans les études de psycho. Mais alors, pourquoi se fait-il et comment en fait ces idées ont infiltré le tissu de l'imaginaire social, et comment ils continuent d'avoir de l'influence à la fois sur notre culture, mais aussi sur notre manière de comprendre le monde, sur notre vision du monde, et même notre éducation. On le verra tout à la fin. Et ça fait écho à des choses qu'on a vues cette semaine, puisqu'il y a un Oui, nouveau j'ai programme là exactement qui est pensé à ça. tu vois L'éducation comment ça sexuelle des s'appelle, enfants. EVARS, Ouais. ouais, c'est ça, qui est en train d'être discuté. Alors, Ouais. juste pour disclaimer, on n'est pas des experts. En tout cas, moi, je ne suis pas un expert de Freud. Je sais pas si toi, Raph, tu l'es, mais Pas du tout. on n'est pas expert de Freud. Nous, on s'appuie sur le livre de Je suis à peine Truman. expert de moi-même, tu vois, donc j'essaie déjà de comprendre ma propre pensée. Ouais, bon courage, Raph. Oui, 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 tout à fait. Mais voilà, juste pour dire, et comme d'ailleurs avec la plupart des penseurs, nous on est théologiens, on n'est pas philosophe, ni psychanalyste, ni psychologue. Donc on aborde ça avec le regard de Truman. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la dimension de l'apologie culturelle, comme vous savez, et puis aussi un regard théologique. Ouais. Ouais, quand je dis que je suis expert de moi-même, je pense à ce proverbe schizophrène qui dit connais-toi lui-même. Ok, Deviens donc ce que tu ne seras jamais. voilà, devient ce que nous sommes. Euh, Pardon. Alors, il faut comprendre d'abord comment Freud s'inscrit dans son contexte intellectuel. Tu vas nous en parler. Et je pense qu'il faut insister avant de rentrer dedans dans le fait que ce que tu as dit déjà, il faut bien comprendre que le pivot qu'on a avec Freud, c'est que rien que le fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit, par exemple, je suis hétéro ou je suis homosexuel, en fait, ça fait écho à une compréhension de l'identité, c'est que justement, la sexualité, notre orientation sexuelle fait partie de notre identité. Euh, et on pense que naïvement que les gens peut-être se sont toujours exprimés comme de la sorte, mais non, parce que la pratique sexuelle, la sexualité n'était pas comprise comme faisant partie de l'identité, en tout cas dans le sens qu'on donne aujourd'hui dans la modernité. On parlait plutôt de pratique sexuelle, d'orientation, hein, de pratique sexuelle, et pas comme étant quelque chose qui faisait partie de l'inné de ce que nous sommes. Et donc il faut comprendre comment Freud s'inscrit dans son contexte intellectuel pour voir justement comment cette bascule s'est opérée dans la pensée, dans la culture en fait, dans la pensée populaire aussi. Ouais. Et c'est
le but aussi, hein, c'est de voir la généalogie des idées, le fondement en fait des idées et de cette vision du monde. Et donc Truman fait le lien avec ce qu'on a évoqué, les penseurs précédents et puis les chapitres déjà abordés. Donc le moi intérieur était déjà en fait considéré comme un élément central de l'identité à la fin du 19e. Et on avait parlé de Shelley ou de Blake qui associaient la liberté sexuelle à une liberté humaine authentique. Et donc il y avait aussi cette idée d'être vraiment authentique, c'est de faire ce que je veux. Et donc il y avait une critique du mariage traditionnel, du christianisme institutionnalisé, et avec Nietzsche, Marx et Darwin, ce rejet d'une espèce de définition de l'être humain, d'une nature humaine qui est fixe, qui est définie par un être transcendant, ici la religion chrétienne. Et donc il y a déjà cette idée, hein, c'est déjà présent quand Freud arrive, un rejet d'une morale qui est basée sur un ordre sacré, qui soit chrétien ou alors dans le développement romantique comme on l'avait vu. Mais ce que souligne Truman, c'est que la bascule se fait dans le sens avec Freud, dans le sens où à cette époque il y a un rejet du mariage, si on prend le mariage, qui est motivé davantage par la volonté de libérer les instincts sexuels naturels que par une remise en question de l'identité personnelle. Ouais. Et donc c'est vraiment plutôt une réflexion sur l'agir et sur la liberté d'agir, plutôt qu'une espèce de réflexion sur le soi ou le moi profond. La sexualité, avant Freud, elle n'est pas encore perçue comme une composante essentielle de l'identité. Et du coup, c'est ça qui fait vraiment la détermination, le centre, tu vois, l'élément crucial de la pensée de Freud, c'est de considérer la sexualité comme étant le point déterminant de ce que nous sommes. Ouais. Et aussi très associé cette sexualité au mariage et à la procréation aussi. Et on le voit aujourd'hui, et Freud n'y est pas pour rien, que quand on parle de sexualité, la première chose qui vient à l'esprit, c'est pas d'abord la procréation, ça va être le plaisir, la pratique, etc. Lié aussi, on en avait parlé aussi, il faut voir de façon concomitante à l'évolution des idées aussi, l'évolution technologique qui apporte justement une plausibilité à ces idées-là parce qu'elle rend possible ça. La question de la contraception, l'évolution de la contraception, etc., participe à décorréler la sexualité de la reproduction. En termes de risque, c'est pas du tout pareil, etc. Et donc, en fait, il faut avoir un petit peu tous ces éléments-là à l'esprit pour comprendre justement comment les choses ont permis d'évoluer. Pareil pour les questions après de changement d'identité, de genre, etc., où en fait, la science et les traitements scientifiques, les opérations, etc., permettent aussi de valider et de rendre possible les idées. Donc, ça se nourrit et il y a vraiment j'ai oublié le mot, une synergie, voilà, entre toutes ces évolutions, qu'elles soient de pensée ou de technologie. Alors, quel lien fait Freud justement entre cette question d'identité, de sexualité et puis de bonheur, d'épanouissement? Ouais, c'est l'idée centrale du chapitre et je crois que c'est vraiment là où on a les plus forts échos à ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Donc cette idée que le bonheur est le but de la vie, hein, c'est pas nouveau. Rousseau, dont on avait parlé, Hume, déjà partait là-dessus. Mais encore une fois, la nouveauté avec Freud, c'est qu'il associe le bonheur au plaisir génital, en gros à l'activité sexuelle. Et du coup, la quête du bonheur devient une espèce de quête sexuelle. Et par exemple, dans son essai « Le malaise dans la civilisation », sur lequel on va revenir plus tard, il commente, il dit « La découverte par l'homme que l'amour sexuel, donc le plaisir génital, lui procurait les plus fortes expériences de satisfaction et en fait lui fournissait le prototype de tout bonheur,
a dû lui suggérer qu'il devait continuer à chercher la satisfaction du bonheur dans sa vie par la voie des relations sexuelles et qu'il devait faire de l'érotisme génital le point central de sa vie. Donc, pour Freud, tout ce qu'on fait est motivé par notre recherche du bonheur, et notre recherche du bonheur s'articule autour de notre sexualité. Et Tout est sexuel. Tout est sexuel. Il dit, en gros, il dit que l'accomplissement sexuel personnel est le but de la vie et le fondement d'une bonne vie. C'est the good life, un peu la quête de tous les philosophes, c'est de trouver la bonne vie, de trouver ce qui nous satisfait vraiment et ce qui fait que on est épanoui finalement. Et du coup, comme tu disais, on redéfinit la finalité du sexe. C'est-à-dire le sexe, la sexualité devient une fin en soi, devient le Graal ultime de la recherche du bonheur, et il n'est plus en fait un moyen de servir l'autre, un moyen de procréer. Il devient une fin en soi. Et ça, et on va le voir justement, et c'est la question de l'influence de cette idée-là, de cette pensée-là. Aujourd'hui, tout le discours culturel met en avant fait de la question de la sexualité le centre, quoi. Tu regardes tout le nombre de comédies romantiques, dans tous les films, etc. C'est un ressort profond, que ce soit dans la culture, mais dans la vie, dans les discours, dans tout ça, la question vraiment de l'épanouissement sexuel. Je pense un film qui me fait penser à ça, qui est un peu un archétype que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas vu, mais le titre est évocateur, c'est 40 ans, toujours puceau. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film, ou voilà. Oui, j'ai pas vu non plus, mais je crois que c'est avec Steve Carell. C'est le gars de The Office, ouais. Ouais, c'est ça, Steve Carell. Ouais. Et c'est vraiment le death work, ça. Exactement. Et c'est voilà, c'est l'anomalie, quoi. Tu vois, t'as 40 ans, t'es passé à côté de ta vie, ouais. Et tu ne vis pas tant que tu n'as pas de vie sexuelle active. Et on a vraiment cette idée-là. Vraiment, tu ne vis pas, tu ne peux pas être épanoui si tu n'as pas cette sexualité pleinement active et satisfaisante. Alors, pourquoi Freud continue d'être si influent aujourd'hui, alors que dans le domaine même de la psychologie, de la psychanalyse, on est quand même largement revenu sur ces théories? Déjà, il y a cette capacité à articuler ces notions et ces théories dans un langage scientifique. Et ça a beaucoup de poids dans notre époque, dans l'époque moderne. Le vernis scientifique au 19e siècle est très important. Ouais. Exactement. Ça devient une espèce de rationalisation. Et en fait, la vision du monde scientifique devient la vision du monde rationnel, presque impossible à remettre en question. Et comme tu disais, les théories de Freud ont été vraiment remises en question, ont fait l'objet de critiques méthodologiques. Il y a eu d'autres propositions sur les mêmes sujets qui ont été avancées. Et pour autant, même si on a reconnu les limites ou le caractère infondé des théories de Freud, elles restent influentes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette idée que la sexualité, l'expression sexuelle sont centraux à l'existence humaine, elle a tellement imprégné l'imaginaire social occidental qu'elle continue d'exercer une influence, même si on le considère comme un mythe. Et en fait, ce qu'explique Truman, c'est que Freud a offert à l'Occident un mythe structurant. En fait, il a offert à l'Occident une vision du monde. L'idée que le sexe, compris en termes de désir et d'accomplissement sexuel, constitue la clé de l'existence humaine et de l'identité. Et ça a été profondément ancré dans l'imaginaire social. Et ça a tellement marqué la culture occidentale qu'on voit justement que le sexe est partout. Le sexe est partout, pourquoi ? Parce que ça définit essentiellement ce que nous sommes, et quelque part ça vient aussi normaliser, on en reparlera,
normaliser le désir sexuel, et ce qui est à l'encontre des visions médiévales, qui étaient plutôt des visions religieuses transcendantales. Ouais. Et je pense qu'il y a, dans le génie de Freud, parce qu'il y a effectivement, en fait, pourquoi il reste hyper influent, c'est qu'il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, ben, ceux qui se positionnent se positionnent contre ou en amendant ces théories, quoi. C'est à partir de lui que tu construis beaucoup de choses aujourd'hui autour de la question de l'identité sexuelle notamment, et que les penseurs après en fait ont dialogué avec lui, on va le dire comme ça. Euh, euh, il a quand même chopé quelque chose de la question, en fait, pourquoi ça a été si influent. Je pense il a compris quelque chose de notre anthropologie. C'est la question de l'importance du désir. Et en fait, ça donne une perspective qui te donne envie de te projeter. Quand on dit qu'on va répondre à tes désirs, il y a quelque chose du cœur humain qu'il a compris. Lui, il l'a résumé au sexe. Et la question du désir sexuel, la Bible en parle, hein. Paul en parle beaucoup, et on voit que dans les Écritures, déjà dans l'Antiquité, des hommes qui ne savaient pas se maîtriser dans leurs désirs ou leurs pulsions, leurs désirs sexuels, bah ça cause des dégâts, et que Dieu s'adresse à ça également. Et lui, en fait, a chopé ça, mais a réduit tout, en dit c'est le dénominateur commun, c'est ce qui explique tout. Tout n'est que une question de sexe en arrière-plan, et toutes nos motivations sont liées à notre désir sexuel, quoi. Et c'est là, je pense, où il a chopé un point de contact. Il y a un point de contact avec les Écritures, mais après il l'a déformé, extrapolé, et ça a permis de justement ce mythe-là auquel on croit tant encore aujourd'hui. Mais alors, comment Freud, justement, explique sur quoi il fonde que la sexualité est au centre de notre identité? Ouais, alors là, je vais développer un petit peu, ça va prendre un peu plus de temps, mais il y a cette idée que la sexualité émerge dès la naissance. Parce que si elle émergeait plus tard, en fait, elle ne serait pas constituante de notre identité. C'est ça. Et donc, lui, son but, c'est de démontrer que la sexualité émerge dès la naissance, et donc qu'elle définit l'être humain comme étant un être intrinsèquement sexuel. Ouais. Donc, bien avant la puberté. C'est ça. Mais je permets de rebondir, que dès la naissance, il y a un désir sexuel. Que dès la naissance, le désir sexuel définit l'identité de l'être humain. C'est ça. Donc, tu es un nourrisson, tu as un désir sexuel dès la. Voilà. Et on va y revenir après, on va développer. Mais c'est pas genre, tu n'es pas juste un être sexuel dans le sens biologique du terme, mais dans ta psychologie, dans ton identité, dans le désir tout est sexuel. gouverné dès le début par un désir sexuel. Exactement. Et donc, dès petit, la quête du bonheur, qui est une composante essentielle de l'être humain, s'exprime différemment. Donc, dans le désir sexuel que l'on voit dès les jeunes enfants, et on en parlera. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de aussi recréer la généalogie qui a permis à Freud d'arriver à dire ça. Et Truman explique que dès la fin du 18e, il y avait déjà un déclin général du péché originel. Une remise en question de la dépravation innée des enfants. Et du coup, il y a un glissement qui s'est opéré, en fait, et qui est déjà là, qui est déjà en vigueur quand Freud arrive. Un glissement à propos de l'enfant, à propos de la sexualité, qui est lié notamment à l'abandon de la doctrine du péché originel et de la dépravation humaine. D'abord, il y a ce déclin de la notion du péché originel, et qui amène un changement dans le rôle de l'éducation. Si il n'y a pas de dépravation innée,
alors l'objectif, c'est pas de discipliner l'enfant et de lutter contre son péché qui le corrompt et qui le pousse à mal agir, mais au contraire, en fait, de le protéger de l'extérieur. Donc, le problème n'est plus intérieur, le problème est extérieur, et le but de l'éducation serait alors de le protéger des influences extérieures corruptrices. Alors, tu te rappelles, on avait déjà vu ça avec c'est la société qui corrompt, etc. Voilà. Donc, on est sur c'est cette même idée de Rousseau sur une espèce d'innocence innée de l'enfant. Il y avait aussi cette perception de l'enfant comme asexuel. Et cette idée de l'innocence naturelle implique que la question de la masturbation, et c'est central après dans le développement de la pensée, et notamment en lien avec l'enfance, la masturbation, elle est perçue comme une force étrangère et corruptrice qui n'appartient pas à l'essence de l'enfant. Donc tu comprends, hein, le problème, il est plus à l'intérieur, il est à l'extérieur, et donc à ce moment-là, la masturbation devient quelque chose qui est amené de l'extérieur sur l'enfant, mais ça n'est pas de lui-même. Il y a aussi un déplacement du moral vers le médical. Quand on abandonne l'idée de péché, la masturbation, c'est plus un problème moral. C'est plus un problème dont on parle dans l'Église. C'est un problème médical à ce moment-là. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. Elle est sans moralité, quoi. Elle est exactement. La morale n'a plus rien à dire, en fait. N'est plus là ni pour réguler, ni même pour qualifier la masturbation. L'idée, c'est plutôt de surveiller et de corriger la masturbation pour prévenir des troubles sexuels adultes ou des comportements qui seraient problématiques. Parce que à l'époque, il y a cette idée que la masturbation allait amener un dérèglement comportemental. Donc à l'époque, l'idée c'était que si on se masturbait, on allait devenir homosexuel, ou des problèmes médicaux à l'époque. Tu deviens aveugle. Oui, mais il y avait aussi tu vas devenir sourd, t'avais des trucs qui circulaient, je me souviens, ça disait ça dans la cour de récré et tout. Mais ça vient de là, en fait. Ça vient de là. T'imagines, ça dépassé 200 ans pour arriver chez nous, quoi. C'est ça. Je me souviens d'une prof qui avait fait cette remarque à un élève qui entendait pas, et qui écoutait pas. Et elle lui avait fait la réflexion, mais est-ce que tu te masturbes trop, quoi? Enfin, pourquoi t'écoutes pas? Elle l'avait affiché comme ça. Ah ouais, je me souviens, mais ça avait été, le clash incroyable, quoi. Le gars était trop mal. Alors, je me souviens, c'était mythique. En tout cas, ça c'est le glissement, et on voit notamment que ce glissement du moral vers le médical a d'autres implications. La notion d'autorité dont on a déjà parlé, c'est que comme on n'est plus dans un cadre transcendant, mais on est un cadre immanent, comme on n'est plus dans un cadre moral, mais on est dans un cadre médical, les parents, ils vont pas se tourner vers les responsables d'église, ils vont se tourner vers les médecins, en fait. Voilà. Ils vont se tourner vers le corps médical. La sexualité passe du domaine moral, donc puisqu'elle était comprise comme étant une composante de l'être humain, mais rentrant dans la vocation humaine de la procréation, encadrée par les normes de Dieu, elle passe de domaine moral au domaine médical. Ouais. Donc, un domaine qui est considéré comme... dire, dans un monde matériel, c'est mécanique, quoi. Technique. Exactement, c'est ça. Et puis, on voit que aujourd'hui, ce glissement-là, il continue d'avoir des répercussions, puisque tu vois, des enjeux qui sont des enjeux plus que médicaux, plus que sociaux, mais plutôt sociétaux même. Quand on prend la protection contre les MST, tu vois, des questions de trucs sanitaires publics, je sais plus comment on dit là. Avortement, santé publique. Ouais. Exactement, l'avortement, les grossesses, les grossesses précoces, etc. Eh bien, au lieu d'être encadrées par un cadre moral ou un cadre éthique, elles ne sont abordées que de manière technique. Et donc, ça va être le planning familial, et avec que là on exagère et on caricature, mais d'abord et en dernier recours,
par des solutions, j'allais dire mécaniques ou chimiques, quoi. Et donc il y a un glissement. On n'est pas encore là, on n'est pas encore à Freud, et on n'est pas encore à. Il y a eu un glissement supplémentaire qui explique ça. Mais en tout cas, on voit un glissement qui opère une transition culturelle où l'enfant était vu comme un pécheur potentiel, et donc l'éducation visait à l'encadrer pour pouvoir, en gros, qu'il soit vertueux. Donc une dimension morale. Il est passé d'un pécheur potentiel à un être innocent qu'il faut protéger et surveiller médicalement pour prévenir des déviances. Et donc la question des déviances est toujours là, d'accord ? Sauf qu'elle est plus expliquée en termes moraux, elle est expliquée en termes médicaux. Et donc la solution n'est plus une solution morale, elle est une solution médicale. En tout cas, là, le glissement principal, c'est justement que la sexualité est dépouillée de la dimension spirituelle, de la dimension transcendante. Elle est traitée, on l'a dit, comme un problème technique ou biologique. Et il y a un changement majeur qui s'opère, et c'est là que Freud il arrive dans la perception de la masturbation infantile. Et on le doit, ce changement, à la fin du 19e, au psychiatre Albert Moll. Lui, qu'est-ce qu'il... Ne pas confondre avec Albert Moller. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ce cher Albert Moll, ses études démontrent l'absence de lien causal entre masturbation et les tendances homosexuelles. Et donc, je disais que c'était les idées médicales dominantes. Et du coup, ça va influencer Freud dans la mesure où Freud va redéfinir la masturbation comme une activité infantile normale et naturelle. Jusque-là, en fait, c'était un problème parce qu'elle pouvait avoir des conséquences. Quand on dit, en fait, elle n'a plus de conséquences, ou en tout cas, elle n'a plus les conséquences qu'on lui prêtait jusqu'alors. C'est ça. Alors, elle était apprise par la société. C'était l'influence de la société qui te poussait à ça. Lui va dire, en fait, que c'est inné, quoi. Enfin, que ça fait partie de quelque chose de naturel de l'enfant. Exactement. C'est plus problématique, ni sur le plan moral, ni sur le plan médical. Et du coup, Freud, et on arrive vraiment à la pensée de Freud sur l'enfance et la sexualité de l'enfance qui est liée notamment à la masturbation, mais en gros, dans sa théorie de la sexualité infantile, Freud il considère la masturbation comme une étape naturelle du développement humain. Un enfant qui se masturbe, c'est plus vu par Freud comme un être moralement déviant ou à corriger, que ce soit par une raison morale ou une raison médicale, mais selon les termes d'Elisabeth Roudinesco, comme un prototype humain en développement. Et donc, la sexualité infantile, elle passe de déviance à processus normal de croissance. Et là, on en vient au cœur de la théorie de Freud, qui est que l'enfant authentique, qui va permettre le développement d'un être humain authentique, c'est celui précisément dont les désirs sexuels sont naturellement exprimés et satisfaits par un comportement extérieur conforme à ses désirs. Donc, si on veut que l'enfant se développe bien, en gros, il faut qu'il puisse jouir de sa sexualité dès le début. Et Freud, il a étendu la sexualité à l'enfance et même à la petite enfance. Et il a dit, le but de la vie humaine, c'est qu'à chaque étape du développement de l'être humain, l'individu puisse trouver le bonheur par la satisfaction sexuelle. Voilà. Et donc, dans un autre livre sur sa théorie de la sexualité, il développe ce dont on a tous entendu parler, une espèce de série d'étapes qui catégorise le développement sexuel de l'individu, à chaque fois marqué par une partie de l'anatomie. On a déjà entendu, d'abord il y a le stade oral, et donc ce qui est fou en fait, et ce qui me paraît encore fou en fait, c'est de considérer la manière dont ces choses sont devenues normales, et on se rend pas compte que c'est des dingueries en fait. Et de parler comme ça des bébés et des enfants, c'est démoniaque. C'est un truc de malade. En fait, c'est projeter sur les enfants un comportement en fait qu'ont des personnes arrivées à justement des adultes matures sexuellement,
en capacité sexuellement de projeter ces désirs-là sur les enfants. Et il y a des conséquences, on pourra peut-être en reparler sur la question de la pédophilie un peu plus tard, je garde ça. Ouais. Mais c'est voilà, et de dire que oui, voilà, dès le premier jour de sa naissance, un gamin qui tète le sein de sa mère, il y a une dimension de désir sexuel là-dedans. C'est comment est-ce qu'on a pu dire oui, ah c'est génial, ah enfin on comprend comment on fonctionne quoi. C'est terrible, c'est terrible. Alors Ouais, vas-y, c'est ça. Et puis, développe-nous si ouais, c'est un ce je stade-là. développe ce stade. Mais c'est vrai que le lien avec Mm. la pédophilie est intéressant Ah et oui. aussi le lien, et on pourrait creuser là, le lien qu'a entretenu Freud avec certains amis avec qui il échangeait une correspondance, qui ont été influents sur lui, Mm. et qui étaient homosexuels ou bisexuels Mm. ou pédophiles. Et donc, Mm. qui ont, voilà, il y a un milieu en fait. Mais c'est Freud ça. n'évolue pas dans le vide. Il évolue dans un milieu social et voilà. En tout cas, développement de la sexualité selon Freud. D'abord le stade oral, où tu disais la bouche est la principale zone érogène. Donc il y a cette idée que l'allaitement devient une activité à connotation sexuelle, comme le fait de sucer son pouce. Il y a le stade anal, ouais. Et en fait, j'ai même pas envie de développer parce que c'est Ouais, incroyable. c'est caca. Après, il parle d'une phase, hein? C'est caca, le stade anal. Voilà. La phase phallique, où là, il est question de masturbation, et justement, c'est à ce moment-là qu'il parle de masturbation infantile. Après, il parle d'une part de latence, où il n'y a pas ou peu de motivation pour l'activité sexuelle, et enfin la phase génitale, où donc là il y a un déplacement d'une stimulation personnelle auto-érotique pour rechercher un partenaire, et c'est la phase où en fait on va chercher une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et donc pour Freud, grandir en fait s'explique par une espèce d'évolution dans l'expression de sa sexualité. Et donc la sexualité explique le développement de l'enfant. Et donc, il y a une chose qui reste, c'est le désir sexuel comme étant le cœur de la satisfaction et du bonheur que recherche l'individu. Ce qui évolue, c'est la manière dont l'individu recherche ça. Mais dès le plus jeune âge, en fait, et quand je dis le plus jeune âge, c'est dès bébé pour Freud, c'est une espèce de pulsion sexuelle, un désir sexuel qui anime l'individu et qui le fait mouvoir en gros dans sa vie, quoi. Ouais. Et du coup, Freud va faire le lien aussi justement entre le développement sexuel et le fait que, en fait, si un humain n'est que, enfin, tout ce que vit un humain, tout ce qu'il fait est lié à son désir sexuel. En fait, comment est-ce qu'on vit ça dans une société civilisée? Comment en fait l'homme va devoir apprendre, et la société devoir gérer justement la question de ce désir sexuel, parce que si les désirs sexuels sont satisfaits, enfin en permanence, on donne libre cours à nos désirs sexuels, en fait, vivre en société, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il y a deux choses qui vont aider. Alors d'abord, il y a l'idée de la manière dont l'individu, à cause de l'influence de la société, va se restreindre. Et puis après, une espèce de contrat, on en parlera, un contrat sexuel qui, ce que Truman appelle le contrat sexuel pour opposer au contrat social, qui explique justement pourquoi il vaut mieux quand même que ne s'exprime pas de manière arbitraire et libre tous les désirs sexuels de chacun. Parce qu'il y a de la violence, sinon il y a de la violence avec associée. Exactement. Mais que, en gros, ça crée une société de frustrés, quoi, où tout le monde est malheureux. Mais on y reviendra. Mais le premier truc, c'est justement dans la théorie psychanalytique de Freud, donc ça c'est les années 20, 1920,
on a trois éléments principaux. Et là encore, hein, on fait ultra simpliste, mais il y a le ça. Le ça, c'est quelque chose qui est présent dès la naissance, qui représente les pulsions instinctives fondamentales, une espèce de tous nos désirs chaotiques, tous nos désirs irrationnels non régulés, c'est une espèce de pulsion primaire sexuelle qui nous anime. Il y a le moi. Le moi, c'est l'interface entre le ça, qui est nos pulsions intérieures, et la réalité, et la culture. Et donc, le rôle du moi, c'est à la fois de satisfaire les désirs du ça, et en même temps, de le faire d'une telle manière qui minimise les conséquences négatives. C'est-à-dire, le moi, en gros, c'est ce qui nous régule pour vivre dans la société sans céder à tous nos désirs, parce que sinon, on risquerait trop gros, quoi. Ce serait trop compliqué. C'est ça. Il va inhiber un peu exactement les pulsions du ça. Et il parle du surmoi. Et le surmoi, c'est une espèce de conscience qui a été formée par une intériorisation des normes et des règles sociales. Donc, sous l'influence de la société qui place un cadre et qui régule la vie humaine et notamment qui encadre notre liberté, eh bien, le surmoi vient rendre normal des choses qui, selon Freud, et comme on l'a déjà entendu ailleurs, ne sont pas naturelles, mais deviennent normales et deviennent acceptables et acceptées. Et donc, il y a ces trois composantes qui, selon Freud, expliquent la manière dont un individu équilibre à la fois ses désirs instinctifs en lien avec les attentes de la société. Et là, Freud, il donne un exemple. Pour illustrer comment la moralité, nos jugements de valeur sont des constructions sociales. Et il dit, ceux qui condamnent les autres pratiques sexuelles, qui sans doute ont été communes parmi l'humanité depuis les temps primitifs, comme des perversions, cèdent à un sentiment indéniable de dégoût qui les protège d'accepter des objectifs sexuels de ce genre. En gros, il dit, si on accepte des pratiques sexuelles qu'on considère, si on condamne des pratiques sexuelles qu'on considère comme déviantes, c'est parce que on cède à un sentiment de dégoût, mais qui nous a été imposé. Il dit, les limites d'un tel dégoût sont cependant souvent purement conventionnelles. Un homme qui embrassera passionnément les lèvres d'une jolie fille peut être dégoûté à l'idée d'utiliser sa brosse à dents. Bien qu'il n'y ait aucune raison de supposer que sa propre cavité buccale, pour laquelle il ne ressent aucun dégoût, soit plus propre que celle de la fille. Ici, notre attention est donc attirée sur le facteur du dégoût qui interfère avec la survalorisation libidinale, c'est pas moi qui invente, de l'objet sexuel, mais qui peut être à son tour surpassé par la libido. Le dégoût semble être l'une des forces qui ont conduit à une restriction de l'objectif sexuel. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que par l'influence du surmoi, donc le surmoi, c'est cette espèce de conscience qui internalise les normes et les conventions de la société, eh bien on peut façonner nos préférences et notre dégoût. Et il dit la différence dans cet exemple entre embrasser une fille où on n'aura aucun problème à l'embrasser et utiliser sa brosse à dents où on aura un problème, c'est pas lié à une logique hygiénique, c'est pas quelque chose de rationnel ou quelque chose de médical, mais c'est juste des normes culturelles intériorisées. Embrasser quelqu'un, c'est positif et durable et désirable. Par contre, partager une brosse à dents, c'est écœurant. Et il dit, ça c'est pas objectivement problématique, c'est à cause des conventions sociales. Et du coup, on en vient à quelque chose qui reste prégnant dans la société aujourd'hui, c'est que les normes sociales sont déterminées par des préférences culturelles et non par des principes universels. Et donc, il vient taper, encore une fois, Freud dans la remise en cause d'un monde transcendant pour avoir un monde immanent où l'individu est bridé par la société qui l'empêche d'être vraiment authentique
Et notamment, Freud va plus loin, hein, ce qui l'empêche d'être vraiment authentique, c'est justement cette restriction au niveau de la sexualité. Donc, C'est ça. si un individu, la société met en place des normes et des contraintes pour que ne s'exprime pas librement notre sexualité, et de ce fait, nous empêche d'être vraiment authentique. Voilà, d'être vraiment nous-mêmes. Et d'où cette question, ce lien avec le moi moderne, c'est que le moi moderne, Truman et Taylor l'associent sur. Enfin, c'est parce que le moi moderne, c'est un concept de Taylor que reprend à son compte Truman. C'est que le but du moi moderne, c'est ce qu'on appelle l'individualisme expressif, c'est que chacun puisse exprimer vraiment sa pleine identité dans la société. Et alors, on verrait la société comme étant ayant pour rôle de permettre à chacune des identités de pouvoir s'exprimer pleinement dans la société sans jugement ou sans contrôle. Ok. Et alors, et là, on voit, il y a un lien quand même fort entre Freud et Nietzsche. Et on avait parlé du surhomme chez Nietzsche. Quel lien un peu on peut faire entre les deux? Ouais, alors il y a cette idée qu'il y a des impératifs moraux qui transcendent l'individu parce qu'ils sont acceptés de manière collective et donc qui deviennent des normes pour la société. C'est la Sittlichkeit qu'on avait vue ensemble, la communauté éthique d'une société. Ah, j'aime trop quand tu parles allemand. Oui, c'est... Mais je parle J'ai un petit pareil, accent bavarois, je reconnais, mais... mais dès que tu dis un mot en allemand, et ça fait vraiment philosophe, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, encore une fois, Freud, il critique les codes sexuels traditionnels, pas à cause des effets sociaux, parce que même, on va le voir, il critique la religion, mais il trouve que quand même c'est le moins pire des systèmes, mais parce que justement, ils entravent les pulsions sexuelles essentielles au bonheur individuel. Et donc, il y a toujours la question de l'épanouissement personnel, mais c'est pas une critique sociale ou sociétale, c'est vraiment une critique au niveau de l'expression de la sexualité. Et donc, purement individualiste. Et donc, c'est là où, quand il a ancré la sexualité au sein de l'identité humaine, au sein de ce qui fait un individu, et qu'il a dit que le plus important pour être heureux, c'est de pouvoir exprimer sa sexualité de manière libre, bah là, en fait, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bah voilà, c'est bon, tout est posé. Tous les jalons sont posés. Et en réalité, à partir de là, dans le livre, on va voir après la dimension politique. Mais à partir de là, le fondement, on va dire, conceptuel est abouti. Une fois que Freud il a dit le but c'est d'être heureux, et en étant heureux, la seule solution c'est de pouvoir exprimer une sexualité sans limite, et que si le monde vient te dire que t'as pas le droit de faire ce que tu veux de ta sexualité, il t'empêche non seulement d'être heureux, mais d'être qui tu es vraiment. Exactement. Eh bien, voilà, on est en 2024 et on est là. Voilà, et c'est associé du coup d'où la phobie, associée aux xénophobies ou au racisme, etc. C'est que en fait, tu reprocher faire une remarque sur la sexualité de quelqu'un, c'est la même chose que faire une remarque sur sa couleur de peau ou ne pas accepter sa couleur de peau. Ça fait partie, autant que la couleur de peau ou d'autres facteurs de l'identité physique, la sexualité fait partie de cette identité qui est là. Et c'est vrai que si tu l'associes, après il n'y a plus qu'à faire 2 plus 2, c'est que tu associes ça avec le marxisme, qui dit que tout est qu'une question de lutte de classe et de pouvoir. Tu as une classe dominante qui arrive avec sa moralité. Et en fait, si tu ne fais pas partie de cette classe dominante dans ton identité, eh ben, tu es nécessairement une victime de cette tyrannie qui est là, qui t'empêche d'être toi-même, quoi. Et donc, on voit la politisation qui va arriver avec cette compréhension d'identité. Et après, tu n'as plus qu'à dérouler, tirer sur le fil. Et tu as effectivement, comme tu dis, 2024. Et alors, comment est-ce qu'il critique
la religion et comment est-ce qu'il comprend le rôle de la religion par rapport à l'identité sexuelle. Ouais, alors ça c'est un petit aparté que fait Truman et en même temps qui explique pourquoi Freud ne rejette pas complètement une morale sociétale issue de la religion. Donc Freud, c'était un athée vraiment décomplexé qui affichait un mépris profond pour la religion organisée, qui rejetait la vision du monde chrétienne. Et il a toujours été comme ça. Pourtant, il reconnaît t'as que... vu les photos de la tête de Freud, ce portrait là où il est de côté, il te regarde de travers là. Et il a l'air vénère. Et t'as pas envie d'aller dans, t'as pas envie que ce soit, on te dise tu vas pas bien dans ta vie, va le voir, tu sais, il tient son cigare comme ça là. Pétard, le mec, il impressionne quand même. Hein. C'est pas la tête d'Albert Einstein qui tire la langue et qui a l'air rigolo, tu vois, t'as envie de passer du temps avec lui. Non, Freud, t'as pas envie. Pourtant, ils ont écrit un truc ensemble. Ah ouais? Ouais, ils ont écrit un truc ensemble sur la guerre. Pourquoi la guerre, je crois. Pourquoi la guerre? Ah ok. Ouais. Ça doit être sympa les discussions. Et donc, comment il explique l'origine de la religion? Comment il explique le fait religieux, Freud? Il dit... Un ensemble d'idées se forme, né du besoin de l'homme de rendre sa faiblesse supportable, et bâti à partir des souvenirs matériels de sa propre faiblesse dans l'enfance et de celle de l'humanité. Il est clair que la possession de ces idées le protège dans deux directions, contre les dangers de la nature et du destin, et contre les blessures qui le menacent de la part de la société humaine. Et donc Truman, il explique, il dit « Freud considère la religion comme littéralement infantile. Elle est le résultat du transfert des espoirs et des peurs infantiles dans l'âge adulte. Elle constitue donc, à strictement parler, un signe d'immaturité et un échec à se développer en un adulte. Nous pourrions ainsi ajouter un substantif à l'adjectif. Pour Freud, il s'agit d'une névrose infantile. » Et donc, ouais. C'est important parce que ça a vraiment participé à toute la théorie à une certaine théorie de la théorie de la sécularisation. Vraiment avec l'idée que comme on voit que les enfants sont naturellement enclins à la question religieuse, quand tu expliques que Dieu a créé le monde, etc., un enfant n'est pas sceptique de base, il le croit naturellement. Cette lecture-là, de dire qu'en fait, il y croit parce qu'il est immature, a participé vraiment avec l'idée de dire en fait, c'est l'immaturité simplement, et c'était une nécessité pour expliquer les choses. Mais quand l'humanité arrive à sa maturité, alors elle n'a plus besoin de la religion, et la modernité nous conduit vers cette maturité-là. Et donc la religion disparaîtra. Voilà, ouais. juste. Et il y a quelque chose il y a encore un glissement qui se fait. C'est que là où Marx affichait une critique philosophique de la religion, et Nietzsche, Freud, il arrive et en fait, il oppose une analyse clinique. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que soit c'est un problème, la religion chez les adultes est un problème de développement émotionnel, soit en gros, qu'on est déficient mental, quoi. C'est ça. C'est un médecin, faut pas l'oublier, quoi. Qu'on est limité. C'est un neurologue à la base. C'est ça. Et du coup, il dit la religion, c'est soit une immaturité, soit un défaut psychologique. Et donc ça a aussi été hyper ancré dans la société, dans notre culture, et qui a comme une espèce de vérité qui n'a pas besoin d'être justifiée. Et donc Freud, il décrit la religion comme une espèce d'illusion, pas parce que c'est faux, bien qu'il le pense, mais parce que plutôt elle répond à un désir irrationnel d'accomplissement de souhait plutôt qu'à une preuve rationnelle. En gros, c'est le fruit de notre imagination. Et du coup, quand tu dis que c'est un défaut psychologique et que c'est une illusion parce que c'est le fruit de ton imagination, en gros, tu rends la religion un fait non seulement purement personnel, mais encore une espèce de névrose, une maladie mentale, en gros. Eh bien,
tu n'es plus sur le discours des idées, on ne peut plus opposer de critiques philosophiques. Et en gros, le fou qui dit qu'il est pas fou, bah, ça prouve bien qu'il est fou, quoi. Et donc, il y a une espèce d'émotionnalisation absolue de la religion qui fait qu'elle peut échapper non seulement à tout discours logique, mais encore à toute apologétique quelque part, puisque on ne peut pas décemment, comment on dit, un Pierre 3,15 là. L'espérance qui est en défendre l'espérance qui est en nous. Défendre, ouais, voilà, défendre. Ouais. Tu vois mon cerveau qui est cramé. Le mot défendre, je l'avais pas. Waouh. Moi, j'avais la ref, mais j'avais pas défendre. Ah ouais. Ouais. On peut pas défendre. Un névrosé peut pas défendre sa névrose, tu vois. C'est ça. C'est le mec qui va passer son temps à dire qu'il est pas fou en te parlant de l'objet de sa folie. Et ça prouve qu'il est fou. Bah, on en est là, en fait. C'est ça. Il a perdu contact avec la réalité, quoi. Et alors, Truman fait un lien entre le contrat social de Rousseau et le contrat, ce qu'il appelle le contrat sexuel chez Freud. Ouais, je trouve que c'est bien trouvé de la part de Truman. Et en fait, il parle du compromis de la civilisation. Il y a aussi cette idée, après Rousseau, qui est une espèce d'homme primitif qui avait aucune restriction. Alors, ici, c'est dans les instincts sexuels, hein, notamment, et donc qui pouvait jouir d'un bonheur immédiat, mais que ça, c'était quand même problématique, puisque ce bonheur immédiat était limité aux plus forts et aux plus agressifs. En gros, c'est les plus forts et les plus agressifs qui se servaient. Mais que la civilisation, elle impose des restrictions. De ce fait, elle sacrifie une partie du bonheur, mais elle le fait parce qu'elle veut garantir une sécurité collective. Et donc, il y a cette idée contrat social de limiter la liberté pour garantir une plus grande sécurité. Donc, c'est ça le contrat. Et du coup, Freud, il partage avec Rousseau l'idée d'un bonheur primitif qui est lié à l'absence de contraintes, hein, cette espèce de mythe comme ça c'était le bon sauvage chez Rousseau. C'est pas le bon sauvage chez Freud, parce que Freud, il a une vision beaucoup plus pessimiste comme ça de l'humanité. C'est ce qui le conduit notamment à être d'accord avec la religion, qui dit il faut quand même restreindre les pulsions primaires des hommes, parce que sinon il y aurait un chaos, il y aurait une domination des plus puissants. Lui voit la nécessité d'un cadre régulateur dans la société de la religion, en disant c'est des fadaises, mais des fadaises bien utiles parce qu'elles permettent qu'on ne tombe pas dans le chaos, quoi. Exactement. Et ce que dit Freud en réalité, c'est que c'est ça la civilisation. La civilisation, c'est quoi ? C'est le résultat de ce contrat social ou de ce contrat sexuel qui vient limiter la licence sexuelle pour permettre une plus grande sécurité. Alors, et j'ai pas lu, hein, donc je sais pas dans quelle mesure il parle de protection des faibles plutôt que juste d'entrave de la jouissance des forts, tu vois. Mais en tout cas, encore, on a une vision de la civilisation qui est entièrement basée sur l'expression ou l'entrave de l'expression sexuelle d'un individu. Et donc, en gros, lui dit la civilisation, c'est une civilisation qui est frustrée, puisque depuis tout petit, on vient éduquer les enfants et qu'on vient restreindre leur licence sexuelle, justement pour garantir ce contrat, un petit peu ce contrat sexuel, ce contrat social qui empêcherait la société de sombrer dans le chaos. Et donc, il y a une espèce de contrôle interne qui régule la conduite sexuelle, mais en même temps qui les empêche d'atteindre un bonheur réel et durable, parce que leurs désirs sexuels sont frustrés. Et donc, on a une espèce d'insatisfaction inhérente à l'état civilisé. L'état civilisé, de facto, est un état qui fabrique des frustrés. Et donc, être civilisé, pour Freud, c'est vivre avec une frustration profonde et un bonheur limité. Et en gros, encore une fois, bien que nécessaire, la société qui restreint la licence sexuelle des individus vient entraver le bonheur
à laquelle ont droit et qui devrait être le résultat naturel de la quête humaine, le bonheur qui est lié à l'expression de l'individualité sexuelle. Et alors, comment la société va pouvoir participer à trouver des substituts ou compenser justement cette frustration sexuelle? C'est là où il explique que puisqu'en gros on est frustré, on va quand même chercher des endroits et des moyens de pallier cette frustration, bien que les substituts ne puissent pas nous satisfaire pleinement, bien qu'il y a une espèce de mécontentement universel, il est atténué par des distractions. Il parle de la science et de l'art qui offrent des sources de plaisir et de sens dans la vie, et donc qui déplace quelque part la question du bonheur et la question du sens de la vie, qu'il déplace avec la question d'une quête de comprendre le monde ou de s'exprimer autrement que dans la sexualité et notamment par l'art. Il parle bien sûr de la religion, et bien qu'elle soit une illusion, il explique qu'elle répond à un besoin psychologique, puisqu'elle donne à l'homme un sens, tu vois, de sa vie, et aussi de donner un sens à son sentiment de culpabilité. Et elle prétend aussi résoudre cette culpabilité. Donc voilà, c'est sa vision aussi de la vie chrétienne qui est là pour nous aider à gérer la culpabilité. Et enfin, il y a les drogues en fait, qui nous engourdissent et qui nous empêchent de ressentir la douleur, qui nous empêchent de ressentir la frustration sexuelle, qui nous empêchent de faire face aux réalités de la vie. Et donc dédicace ça permet à Pierre Palmade. Ça nous permet Au contraire, tu vois, il y en a qui ont trouvé le moyen de combiner les deux, quoi. Tu vois, c'est. Mais là c'est un bon contre-exemple. Ouais. Mais ça. On a voilà des moyens qui permettent à l'individu de bien vivre malgré tout ce qu'on lui impose. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce chapitre sur l'apport de comment Freud a changé le game de la compréhension du moi et de son lien avec la sexualité? Ouais, alors là, je fais que reprendre les conclusions de Truman. Il y a d'abord justement le glissement. Donc on a parlé d'abord le moi doit être psychologisé. Donc ça c'est ce qu'on a vu avec Rousseau. Le moi devient une espèce d'introspection, il devient intérieur, il est plus défini par société, il est défini par soi. Et ensuite, on l'a vu avec Freud, la psychologie. Donc le moi est psychologisé. Avec Freud, la psychologie est sexualisée. Et après, la sexualité est politisée. Donc ça, on verra avec le prochain chapitre. Et on verra comment la politique a servi de levier de bras armés à cette théorie de la psychologisation sexuelle pour imposer le moi moderne. Ça, c'est la première chose. Après, on voit, c'est le point central du chapitre, on en parle depuis 1 heure, c'est que avant, le sexe était une activité, d'abord liée à la procréation avec la morale transcendante chrétienne, ou pour la récréation. Mais après Freud, elle devient une définition, en fait. Elle devient l'élément central et fondamental de ce que nous sommes, non seulement individuellement, mais aussi collectivement. C'est la sexualité individuelle qui définit la société. Et d'ailleurs, c'est fou de voir combien c'est pertinent, ou en tout cas les liens qu'il y a avec aujourd'hui, où la liberté sexuelle d'individus viennent redéfinir des normes sociales et sociétales, et viennent agir presque comme un chantage, et comment on a la tyrannie de la minorité qui veut redéfinir la société. C'est ça. Ouais.
Et peut-être c'est là-dessus où je voudrais rebondir sur l'allusion tout à l'heure sur la question de la pédophilie. Euh, alors, On- Ouais. tu veux en parler plus tard? En fait, ce sera le dernier point. Ok, bon, bah, Ce sera le on dernier le point, garde. ouais. Ouais, on le garde. Ouais, on le garde. Mais il y a, avec ça, avec cette vision de la société, même une nouvelle vision du monde, où le sexe devient le centre. C'est une vision du monde sexocentrée. Le sexe est partout. Et Freud, nous dit Truman, apparaît comme le grand théoricien de cette fixation. Et plus que cela, en fait, il a offert une analyse de la civilisation et de la culture qui prend en compte cette obsession. Donc en fait, Freud, il apparaît comme celui qui nous aide non seulement à comprendre qui on est vraiment, mais aussi ce que le monde est vraiment. Et enfin, avant-dernier point plutôt, il y a une redéfinition eschatologique, puisque Freud met l'accent sur l'accomplissement sexuel comme essence du bonheur humain. Et du coup, la finalité de la vie humaine, c'est plus quelque chose qui est situé dans le futur. Dire le vrai bonheur n'est pas à attendre une fois qu'on a été délivré de la corruption, de la culpabilité ou d'un monde qui est déchu. La finalité de la vie humaine et le vrai bonheur, il est à trouver aujourd'hui et maintenant. Il est à trouver dans la satisfaction sexuelle aujourd'hui et maintenant. Et ça devient la force moteur non seulement de notre définition, mais aussi de notre accomplissement. On l'a vu, hein, et on voit le lien avec cette espèce d'immaturité dont Freud parle en lien avec la religion. La religion est immaturité dans le sens également où elle nous empêche de devenir ce qu'on devrait être vraiment, c'est-à-dire de faire ce que l'on veut au niveau de notre sexualité. Et du coup, on voit aussi, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais on voit depuis toujours, tu vois, les magazines et même les films et même les death work. Je me rappelle d'un film coréen qui était par ailleurs assez beau et assez bien fait. Est-ce que c'était coréen? Je me rappelle plus. Bref, c'était une femme qui préparait chaque jour un repas pour son mari, qui partait à l'usine. Ouais, je crois que c'était coréen, c'était les boîtes qui s'empilent là. Et son mari, tu vois que c'est un homme méchant, un homme, je sais pas s'il était violent physiquement, mais en tout cas, voilà, il correspondait vraiment au mari toxique dont on a parlé dans l'autre série. Donc vraiment mauvais. Et puis un jour, sa boîte est distribuée à un mauvais, pas à son mari, quoi, à un autre, parce que en fait elles sont données, et après elles sont distribuées dans l'usine. Enfin bref. Et puis en fait, ce mec, il goûte la cuisine de cette femme et c'est un truc de ouf. C'est trop bon en fait. Et elle reçoit des compliments. Elle a jamais eu ça de la part de son mari. Bref, il y a une espèce d'histoire qui naît où elle continue et elle fait des plats de ouf à chaque fois et tout. Et le mec, tous les jours, il hallucine. Et ils finissent par... il y a une espèce de relation comme ça. Et en fait, toi, tu te retrouves à te dire, mais purée, mais quitte ton mari pour aller voir l'autre mec. Enfin, tu vois. Et peut-être, en fait, qu'il y aurait des raisons de quitter son mari. Tu vois, parce que son mari est mauvais. Mais en fait, le film ne pose même pas cette question-là. Le film te met dans la situation où tu espères juste pour cette femme qu'elle assouvisse cette pulsion. T'as envie d'adultère. Et à la limite, tu remplacerais le mauvais mari par juste un mari qui est pas mauvais, mais qui est pas exotique ou qui lui fait, ou je sais pas, tu vois, ou qui est pas cet homme-là. Il y aurait quand même il y a quand même ce biais-là, tu vois. Il me semble que tu avais un film comme ça sur la route de Madison avec Clint Eastwood. Est-ce que c'est avec Clint Eastwood et Meryl Streep sur la route de Madison? Ouais, je crois qu'en tout cas c'est Clint Eastwood. Et je sens que le film était tout le monde non, là, c'est pas ça? C'est pas Clint Eastwood? Ah si, c'est Meryl Streep et Clint Eastwood, bravo. Ouais. Bravo. Et où c'était c'était présenté comme étant une superbe histoire d'amour et tout ça, et en fait c'est de l'adultère tout le long, quoi.
Et en fait, oui, tu te retrouves vraiment avec ça. Au lieu d'espérer qu'en fait son mari change et qu'il ce soit un bon mari et qu'il gagne sa femme, t'espères juste qu'elle le trompe et qu'elle suive, euh, enfin bref, son désir, quoi. Mais en tout cas, il y a cette idée fondamentale que pour être vraiment heureux, faut être accompli sexuellement Mm. ici et maintenant, et que tant que c'est pas le cas, tu peux pas être vraiment heureux, et que tant que c'est pas le cas, tu peux pas être vraiment toi, Mm. et que tu vis une espèce de mensonge de la vie et sur toi-même tant que tu n'as pas C'est ça. que tu n'es pas arrivé à ça, quoi. Et donc il y a une espèce de C'est le code presque génétique de la société aujourd'hui, quoi. C'est l'ADN de notre culture. C'est ouais, hyper puis c'est la fort. force, c'est l'argument et la force auquel on ne peut pas s'opposer. C'est ça. Parce que c'est trop fort, c'est trop fondamental. Et en fait, s'opposer au désir sexuel de quelqu'un, en fait, c'est nier qui il est. C'est une espèce tu le rends un objet. En fait, tu nies qui il est. Enfin, il y a vraiment cette idée de, ça devient Tu le une déshumanises. espèce d'esclave. Tu le déshumanises, Tu le exactement. déshumanises, ouais. C'est ça. Dernier point, Ouais. et c'est là où on va développer peut-être. Il dit, Truman nous dit, dans L'avenir d'une illusion, les convictions de Freud sur la sexualité infantile et sur la nature infantile de la religion convergent dans une question rhétorique qui, rétrospectivement, revêt un caractère particulièrement prémonitoire. Freud demande: n'est-il pas vrai que les deux principaux objectifs du programme éducatif des enfants aujourd'hui sont le retardement du développement sexuel et l'influence religieuse prématurée? Et Truman, il l'explique en identifiant ces deux aspects de l'éducation de son époque. Freud anticipe les accentuations qui émergent à la fin du XXe siècle par réaction et renversement et qui sont aujourd'hui au cœur des philosophies éducatives modernes. L'éducation contemporaine est, dans certains cercles, obsédée par la libération des instincts sexuels des enfants et par l'élimination de toute influence religieuse. Donc, je répète, parce que entendez le lien qu'il y a aujourd'hui. Ouais. L'éducation contemporaine est, dans certains cercles, obsédée par la libération des instincts sexuels des enfants et par l'élimination de toute influence religieuse. L'éducation thérapeutique moderne exhibe ces deux pathologies. 1. Une libération des codes sexuels traditionnels, et 2. Une libération de la religion. Dès le plus jeune âge, les enfants doivent être libérés du carcan de la religion et être libres d'exprimer leur sexualité. Voilà, comme des adultes. Et c'est là qu'on fait le lien avec la pédophilie. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, tout ça, c'était, il y a vraiment quelque chose de démoniaque là-dedans. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'héritage vraiment aussi de mai 68, de la révolution sexuelle, etc. En fait, qui a ce but-là, libération des codes traditionnels de la sexualité et imposés par la religion. Où en fait, tu as derrière le raisonnement pédophile de dire mais j'ai des désirs sexuels pour les enfants, mais la réciproque est tout à fait possible. Exact. Puisque ces enfants-là ont des désirs sexuels. Qui sommes-nous pour empêcher ces enfants-là d'assouvir leurs désirs sexuels? Est-ce que notre rôle en tant qu'adulte ne devrait pas être d'éduquer sexuellement ces enfants-là? Et en fait, c'est la même... Alors, il y a une ressemblance et une grande dissemblance entre le désir d'un programme d'éducation sexuelle que tu vas retrouver dans l'école et le désir pédophile qui est d'éduquer aussi sexuellement les enfants et de vivre ce désir-là avec eux. Il y a vraiment quelque chose là qui est profondément pervers. Et où il y a aussi pour reprendre, bon, c'est un peu tiré sur l'expression de Deswork, mais il y a aussi là-dedans l'idée en fait de détruire ce qu'est l'enfant pour ce qu'il est. On en parlait quand on parlait de la masculinité, c'est quoi la différence entre un garçon et un homme? Un homme, c'est un garçon qui est arrivé à la maturité. Et c'est quoi la différence entre le garçon et l'homme? C'est que l'homme, lui, est capable de se reproduire sexuellement, parce qu'il a son corps qui est arrivé à maturité. Et avec la maturité vient ensuite
la capacité de se reproduire et de donner la vie. Donc il y a besoin d'abord d'arriver à maturité que ce soit physiquement, mais aussi moralement en tant qu'être humain, pour être capable ensuite, à son tour, de pouvoir donner la vie et de protéger cet enfant et de l'aider à grandir. Mais avec toute cette théorie-là, en fait, quelque part, euh, tu, tu tues la particularité de l'enfant qui est que justement, il n'est pas sexualisé encore. Il n'a pas encore ces désirs-là, mais de projeter sur l'enfant ta vision sexuelle et de tout interpréter ce qu'il vit, ce qu'il est à travers la sexualité, en fait, tu comprends pourquoi tu vois euh, derrière tout, ou qu'il n'y a pas de problème de mettre des gamines dès le plus jeune âge déjà à se comporter comme des femmes. Tu vois, se maquiller, ce machin, etc., où on fait des enfants des objets de désir sexuel, et en fait, c'est tout à fait normal parce qu'ils sont déjà sexualisés. Et donc, la société va être là, dire, bah, en fait, il n'y a pas de souci à ce que les gamines soient présentées comme étant des objets déjà de désir sexuel. Et tu le vois que ce soit dans les séries, alors toute l'industrie autour de Disney avec les gamines que tu avais chez comment elles s'appelaient, ces stars qui sont devenues après chez Disney Channel et qui sont devenues connues, mince, bref, tu vois de qui je parle. Ouais, ouais. J'ai oublié leur nom, bref, on s'en fiche. Mais ça me saoule. Ariana Grande, je crois, en est une, non? Ouais, et puis l'autre là, sur sa La boule blonde. là, Ouais, Wrecking c'est Ball, ça. je sais pas comment Ouais, elle s'appelle. putain, c'est l'enfer. C'est horreur. Tu crois que Bref, c'est notre cerveau qui est grillé, ou tu crois je que c'est pense juste qu'on est vieux maintenant? je pense qu'il y a les deux et que en fait il y a un tel truc qui me dérange, c'est que mon cerveau est pas Miley bien aussi avec ça. Cyrus. Miley Cyrus, voilà. Et donc, tu as tout ce truc-là de dire, en fait, de voir ça. Et quand tu vois même des adultes qui vont justement délibérément sexualiser leurs enfants et ne voient pas de problème à ça, et disent, bah, il faut bien aussi que jeunesse se fasse, et ça fait partie de la découverte de son corps, il faut que les enfants... En fait, ça a matrixé vraiment aussi les adultes et la façon dont ils éduquent leurs enfants, ou ne voient plus leur rôle comme étant aussi de protéger les enfants le temps qu'ils arrivent à maturité et qu'ils soient capables de discerner justement le bien du mal et de se protéger et d'avoir une approche aussi responsable de la sexualité, même indépendamment de la question de la religion ou pas, tu vois, mais de dire en fait les enfants, il faut les protéger parce que justement, ce qui fait la différence avec un adulte, c'est que ils ne sont pas sexualisés, ils ne sont pas leur corps, parce que leur corps n'est pas en mesure encore de vivre une activité sexuelle. Ça veut dire que leur esprit n'est pas encore capable de vivre ça. Et on voit tous, tu as les discours, quand tu lis sur des psychiatres qui parlent d'enfants, par exemple, exposés à de la pornographie quand ils sont jeunes, tu as toujours les mêmes discours, c'est des récits de traumatisme. C'est des enfants où tu vois leur cerveau n'est pas capable de comprendre ce qu'il se passe, et exposé à une scène pornographique, les gamins parlent de sidération comme si tu étais face à une scène d'une extrême violence. Parce que pourquoi ça vient hijacker, comme on dit, braquer le cerveau de l'enfant et créer en lui une brèche qu'il n'est pas capable de comprendre. Et quand tu vois que derrière, tu as toute même une industrie, on refait le lien avec ce qu'on avait dit sur l'industrie de la pornographie et qu'on ne protège pas les mineurs de la pornographie comme on devrait le faire. Mais tout ça, c'est lié à ça aussi. Et donc, en fait, il faut arriver un peu à connecter les choses et être ultra sceptique et se dire, et quand on a aujourd'hui, on fait le lien avec la question des programmes d'éducation sexuelle à l'école, où on voit, tu as le discours un peu convenu qui est, de toute façon, les parents ne font pas l'éducation de leurs enfants, donc il faut bien que nous, on le fasse. Mais attends, l'éducation sexuelle des enfants, il faut pas la faire. Pour le moment, c'est pas là. Il faut, à leur âge, simplement les protéger de ça. Et oui, tu dois répondre à leurs questions quand ils en ont, mais c'est eux qui doivent amener les questions. Comment on fait les bébés? Tu vas répondre, mais d'avoir des réponses qui sont vraiment adaptées. Et ce n'est surtout pas le rôle d'une société. En tout cas, nous, en tant que chrétiens, on ne veut pas que ce soit la société et l'éducation nationale avec son idéologie qui viennent définir et dire à nos enfants comment ils doivent vivre leur sexualité.
On n'est absolument pas d'accord avec ça. Et là, il y a tout un nouveau programme qui est mis enfin, qui est proposé par c'est GNT, hein, je crois, la nouvelle ministre de l'Éducation. Mais c'est pas elle qui l'a écrit, hein, c'était C'est pas elle avant qui l'a écrit, mais Ackerman, ou je sais plus comment il s'appelle c'est là. ça. Mais elle le promeut, elle le défend actuellement dans les médias, où en fait, tu as tout un programme d'éducation sexuelle. Et j'écoutais une interview de Sophie Auduguet, ou Auduguet, je sais pas quand, Auduguet, qui est la déléguée générale et la porte-parole de l'association SOS Éducation, et qui a écrit un livre avec un pédopsie sur le sujet, où en fait elle alerte. Le livre, c'est L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles tentations de l'éducation nationale, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. C'est chez Artege. Il y a une interview d'elle, je la mettrai en lien en dessous de l'article. C'est édifiant et ça fait trembler, quoi. Et moi, en tout cas, je te redonne la parole juste après. Moi, c'est clair que je ne veux pas que l'éducation nationale, qu'il y ait une militante comment ça s'appelle, le planning familial ou d'un autre truc comme ça, qui vienne faire l'éducation de mes enfants. C'est hors de question. Ils n'approchent pas mes enfants, ces gens-là. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Et surtout qu'on voit l'idéologie derrière. Dire, on n'est pas, on n'est plus justement sur une approche de la sexualité qui est une approche biologique. On n'est plus aussi comme c'était à notre époque. Je pense qu'on était jeunes, nous, et qu'on a eu des trucs au collège. Moi, je me souviens pas d'avoir eu ça trop avant, mais... Non, on avait une approche biologique. En fait, tu arrivais en cours, c'était au collège, non, je crois que c'était au lycée, et tu abordais la sexualité par la reproduction, les organes reproducteurs, ouais, mais quand t'avais l'utérus, le des... Tu machin. vois, moi, je me rappelle d'un truc, et je crois que c'était au lycée aussi. Ouais. Où il y avait, tu sais, la question de la prévention aussi, tu vois, au niveau de la MST, des MST, au niveau de la grossesse, machin et tout. C'était une dimension aussi... c'était pas une dimension essentialiste, ou c'est pas une dimension liée à l'identité, c'était vraiment une dimension liée au médical, quoi. Aujourd'hui, quand on lit les fondements et les valeurs qui sont à l'œuvre et qui sous-tendent en fait ces projets-là, et d'ailleurs on peut télécharger, hein. Moi j'ai parcouru un document comme ça je crois que c'est de l'académie de Versailles, justement, qui était à l'attention des enseignants, etc. Et quand tu regardes même du coup, tu peux voir aussi les ouvrages. Il y a une liste d'ouvrages qui sont suggérés par cycle pour servir de support. Et tu regardes des trucs et tu dis waouh. En fait, c'est impressionnant. Et les enjeux idéologiques qui sous-tendent ces programmes sont loin d'être restreints à une question biologique, ou même de santé, ou même de société. Il y a une idéologie qui est une idéologie identitaire, enfin ce dont on a développé depuis une heure. C'est totalement, mais puis toute la question de la théorie du genre est complètement maintenant intégrée à la vision de ce que doit être l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout d'approche critique ni de remise en question. Au contraire, toute l'approche, elle est de la tolérance, de l'inclusion, de l'idéologie, de la théorie du genre. Hein. Ça ne va que dans ce sens-là. Hein. Ouais. Je vois, moi, dans le collège de mes enfants, sur le bureau de la porte de la psychologue, tu as juste le drapeau LGBT avec ici, on écoute tout le monde. Tu vois. C'est comme ça qu'est défini le bureau de la psy scolaire. Waouh. Mais oui, mais c'est aberrant, quoi. Et je veux dire, voilà, c'est vraiment l'esprit du monde et qui s'est livré à ça. Et c'est là où nous, justement, on doit faire preuve aussi de résistance culturelle. C'est refuser la compromission avec ça et développer une contre-culture aussi dans l'Église et dans nos familles, qui sont, comme on le rappelle, ces ambassades aussi du royaume de Dieu, et ne pas sous-traiter à l'éducation nationale, à l'État, à la société, à la culture pop, à Netflix, à YouTube et tout ce que tu veux, l'éducation sexuelle de nos enfants. On doit vraiment être consciencieux, attentif, protecteur dans les choix que l'on fait
dans ce à quoi on expose nos enfants. Euh, Tu vois, nous, Marion et moi, on a trop kiffé la série Malcolm. Ouais. Tu connais la série Malcolm, qui est vraiment très drôle. Et du coup, les enfants, maintenant, sont plus grands, ils ont 11 et 13 ans. Et il y a des choses vraiment très drôles dans Malcolm, mais on ne veut pas qu'ils regardent Malcolm sans nous. On la regarde ensemble et en fait, selon les épisodes, parce qu'il y a des épisodes qui ne tournent que autour de des histoires de collège ou de voilà, où en fait c'est la petite copine, le petit machin, en fait on zappe, ou s'il y a des allusions, systématiquement, on va débriefer avec eux et leur rappeler justement qu'est-ce qu'il y a de faux, de mensonger là-dedans, pourquoi ça fait écho, pourquoi ça nous séduit et pourquoi ce que dit la Bible surtout. Et c'est pas juste, et ça je pense que c'est important, ce n'est pas juste qu'on doit euh, attaquer, déconstruire le discours du monde, mais mettre en avant la beauté en fait du plan de Dieu et sa bonté pour nous. Et justement, et c'est là où il y a ce point de contact-là de la question du désir, en fait, de dire, en fait, le cadre que Dieu a créé pour nous est le bon cadre qui va nous permettre vraiment de vivre comme Dieu veut et donc d'être heureux. Et on doit faire confiance en ce cadre, en ce cadre-là. Et c'est le péché qui nous pousse justement à le remettre en question, et la séduction et les tentations. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous et il nous a créés aussi avec un désir sexuel, et ça fait partie de notre humanité, du fait d'avoir été créé à son image. Et la question du désir sexuel aussi nous apprend quelque chose à propos de l'amour et à propos de Dieu. Mais vivre ça dans le cadre de l'alliance, du mariage et de l'amour et de le garder connecté au fait du don de la vie, de pouvoir donner la vie, c'est fondamental pour avoir une sexualité qui sera épanouie et qui sera bien. Parce que ce que ne dit pas le monde, c'est que en fait, et on en voit les fruits, qu'est-ce que ça a apporté de bon à l'humanité de vivre comme ça? En fait, c'est la séduction du mensonge et du péché, mais une sexualité, la sexualité n'est pas amorale, la sexualité n'est pas sans conséquence. Et de se livrer de chercher à poursuivre son désir sexuel comme étant un but de vie, on ne récolte que plus de frustration parce qu'on n'a pas été créé pour ça, on a été créé pour quelque chose de bien plus grand qui est de trouver notre plaisir en Dieu, quoi. Donc ça, on Hmm. doit le répéter, le prêcher, c'est fondamental. Ouais, puis c'est vraiment la mécanique du serpent. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que depuis le début, il y a Exactement. il y a aucun changement. Le serpent remet en cause les normes de Dieu et la parole de Dieu en disant, mais tu n'as pas à te soumettre à ce que Dieu a dit, tu n'as pas à craindre ses conséquences et tu dois remettre en question ses motivations. Et ce qui est bien pour toi, ce n'est pas ce que Dieu t'interdit, mais ce que tu peux faire en détournant, en t'affranchissant de ces normes. Et donc, il y a une espèce de quête comme ça d'une licence absolue, déconnectée des normes de Dieu, qui mène au chaos. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, c'est terrible. Mais en tout cas, si vous avez compris avec cet épisode que euh, en fait, on vous invite, on espère que ça participe à vous aider, en fait, tout ce qu'on a partagé là, à décoder, euh, mieux décoder les discours culturels, tous les truismes un petit peu qu'on peut entendre sur la question de l'identité sexuelle, moi je suis ci ou je suis ça, la question de justement de la place de la sexualité, du désir Et sexuel. les Euh, pronoms, ça c'est aussi fou. C'est-à-dire que oui, les pronoms, c'est-à-dire ce que tu choisis pour te déterminer, c'est-à-dire et c'est pas, tu vois, il y a ce truc de pronom, tu dis mais c'est quoi cette espèce de folie grammaticale? Mais c'est pas mm, une folie grammaticale en fait, c'est une espèce de folie identitaire où tu utilises quelque chose de fondamental dans la langue qui vient déterminer le genre, c'est-à-dire ta manière de parler détermine un oui, genre et tu viens changer ta manière de parler pour s'adapter à qui tu es. c'est ça.
Tu viens modeler le monde Détruire autour la de langue toi. et détruire le sens, en fait, parce que la langue, c'est le sens. Et il y a ça. Et c'est vraiment l'idée de la parole performative, quoi. Je suis ce que Exactement. je dis que je suis. Et là encore, c'est démoniaque. Très bien. Donc voilà, si nous, ce qu'on espère, voilà, ça rentre dans notre vision, notre perspective de Memento Mori, de la résistance culturelle, de nous armer pour justement résister aux discours culturels du monde qui sont séduisants et mensongers, et de savoir comment apporter une réponse biblique et cultiver justement une vision du royaume de Dieu pour voir comme Dieu voit et vivre comme Dieu veut dans le monde. On connecte ça à cette perspective, ne l'oublions pas. Mais écoute Mathieu, merci pour ces échanges riches. On espère que cet épisode vous a aussi encouragé, édifié. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et de partager aussi cet épisode à vos amis, de le liker, etc., de nous mettre un commentaire si vous êtes sur Spotify, Deezer ou etc., etc. Ça nous aide pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de TPSG, comme ça vous avez non seulement tous les épisodes de Memento Mori, mais aussi toutes les prédications, tous les autres podcasts, etc. Ça vous fait, ça peut pas vous faire de mal. Voilà. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Raph. Merci pour tout et à bientôt. Et on continuera, je pense, probablement encore dans la lecture et les réflexions autour du Modern Self. Bonne semaine à tous.